Alors, puisqu'on parle de l'Australie et des USA, il y a quelque chose d'intéressant à observer ici. On a les deux trajets qu'on peut comparer. Celui des États-Unis de Savannah à San Diego et celui de l'Australie de Sydney à Perth. Donc, ils font très proche de 3900 km, les deux trajets. Et pour celui des États-Unis, on est au 33e de latitude nord. Et pour celui de l'Australie, c'est le 33e de latitude sud. Donc, vu cette disposition, on pourrait se demander, comme la Terre plate a des fuseaux horaires qui sont plus larges au sud qu'au nord, est-ce qu'on pourrait voir une différence sur les levées et les couchers de soleil, c'est-à-dire sur le temps d'ensoleillement qu'on va avoir depuis Sydney, le lever de soleil, et Perth pour le coucher de soleil. Et la même chose, évidemment, pour en haut, Savannah, le lever de soleil, et puis à San Diego, le coucher de soleil. Qu'est-ce que c'est la durée d'ensoleillement, que ce soit sur les deux solstices ou l'équinoxe? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a absolument aucune différence entre les deux. Ils sont d'une symétrie parfaite. Les durées, les temps d'ensoleillement sont exactement les mêmes pour la distance et puis le 33e degré de latitude sud ou de 33 degrés de latitude nord. Pourquoi ça? Est-ce que c'est parce que la Terre est un globe? Pas du tout. On va voir tout de suite pourquoi c'est comme ça. Alors, ce qui définit plutôt notre temps d'ensoleillement entre le lever du soleil et le coucher, tous les platistes savent que le soleil il se déplace comme ça d'est en ouest. Donc, au moment où le soleil est dans notre dôme de vision, c'est ce qui va définir le lever du soleil et le coucher. Donc, on a notre petit observateur ici. Le dôme de vision, schématiquement, se situe comme ça. Au moment où le soleil arrive en bas de notre dôme de vision, ben, c'est le lever du soleil. Quand il est à midi, ben, il est au-dessus de nous. Et puis, au coucher du soleil, ben, quand il sort de notre dôme de vision, c'est là qu'il se couche avec la perspective. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite si on prend le même observateur, mais vu depuis le haut, donc qui est ici? Eh bien, c'est selon l'angle que va prendre le soleil dans sa course dans le ciel qui va donner évidemment la durée de l'ensoleillement. Donc, pour le solstice d'hiver, eh bien, si on a notre observateur ici, le soleil va passer plus bas sur l'horizon, à l'équinoxe un peu plus haut, puis pour le solstice d'été, là on parle de l'Australie, eh bien c'est là où il sera le plus haut dans le ciel pour l'observateur. Si on parlait eh bien, du 33e degré, donc il ne sera pas très loin du zénith, quand même, avec comme un petit angle quand même. Donc voilà ce qui définit les temps d'ensoleillement, et donc c'est normal qu'on n'a pas de différence entre le nord et le sud, puisque ce n'est pas la différence de largeur des fuseaux horaires qui va donner une différence sur le temps d'ensoleillement. Et donc c'est aussi pour cette raison que les manipulateurs peuvent tricher avec les fuseaux horaires qui sont plus larges au sud qu'au nord, mais comme notre temps d'ensoleillement est défini par notre dôme personnel de vision et qu'il est unique à chaque observateur sur Terre, évidemment qu'il est difficile de voir l'asymétrie qu'il peut y avoir entre le nord et le sud. Alors, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de différence entre le nord et le sud qu'on peut remarquer? Eh bien oui, il y en a une. Elle est avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. Dans la partie nord, on va avoir de la clarté, beaucoup plus de clarté avant le lever du soleil que dans la partie sud, et on va avoir beaucoup plus de clarté après le coucher du soleil que dans la partie nord, donc plus de clarté après le coucher du soleil que dans la partie sud. Pourquoi? Parce que le soleil, dans la partie sud, il va s'éloigner beaucoup plus vite de l'observateur. Vous voyez, l'observateur qui est au nord, le soleil tourne plus serré et donc il va rester plus proche plus longtemps. C'est pour ça qu'on va avoir des longues soirées d'été
dans la partie nord et dans la partie sud, l'obscurité tombe très vite. On le remarque aussi, c'est encore plus évident quand on navigue, puisqu'il n'y a pas de montagne pour cacher le soleil. Donc, dans l'hémisphère nord, quand on navigue proche du solstice d'été, pendant l'été, proche du 50e parallèle nord, on va non seulement avoir une clarté beaucoup plus longtemps, mais on va même voir la clarté du soleil derrière l'horizon toute la nuit. Ce que je n'ai jamais vu dans l'hémisphère sud, dans les 50e sud. Le gros problème à régler pour les manipulateurs se trouvait au détroit de Bering. Il manquait déjà 3 heures en Alaska pour compléter les premiers 12 heures de fuseau horaire. Les manipulateurs avaient besoin d'un miracle au détroit de Bering, soit d'arrêter le temps pendant 3 heures, ou avancer de 21 heures et retrouver la bonne heure solaire un jour plus tard. Mais comment faire? Et qu'y a-t-il de très spécial au détroit de Bering? Oui, c'est ça, la ligne de changement de date. Donc la ligne de changement de date. La ligne de changement de date, officiellement, sur la sphère, elle est de cette manière-là. Donc, on a les deux fuseaux horaires ajoutés, 13 et 14, qui se trouvent ici. Évidemment, pour donner l'illusion de la symétrie de la boule, une fois ajoutés les fuseaux supplémentaires 13 et 14, on fait revenir la ligne de changement de date sous le début de la ligne ici. Sauf que si on regarde sur la Terre plate, ici, on s'aperçoit que les 13 et 14, ils peuvent très bien aller jusqu'au bout de la Terre plate, ici, pour pouvoir rajouter des fuseaux horaires. Et dans ce cas-là, on va évidemment mettre le numéro 1 du fuseau horaire qui devrait se situer normalement ici, juste après la Nouvelle-Zélande. On va pouvoir le déplacer après les deux fuseaux horaires supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a que de la mer, personne n'habite. Donc, aucune terre habitée. Donc, on peut sans problème pousser le tout et recommencer avec les fuseaux horaires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'en Amérique du Sud. Alors, bien sûr, on fait apparaître les deux fuseaux horaires supplémentaires 13 et 14 à l'équateur, puisque au nord, on ne veut pas en rajouter des fuseaux horaires, on veut en enlever pour garder l'illusion de la symétrie de la boule. Donc, on le fait commencer à partir de l'équateur et on l'amène jusqu'en bas de la Terre plate. Et ensuite, comme on n'a pas de terre habitée à l'est de la Nouvelle-Zélande, on peut très bien commencer donc le premier fuseau horaire officiel à l'est des deux fuseaux horaires ajoutés. On peut dire aussi que la ligne de changement de date est l'endroit idéal pour supprimer et ajouter des fuseaux horaires, car comme il y a un changement de date, justement, c'est beaucoup moins évident qu'il va ou manquer des heures ou en ajouter. Comme les gens ne sont pas sur la même journée d'un côté et de l'autre de la ligne de changement de date, la comparaison est plus difficile. Donc juste à la ligne de changement de date, on a enlevé 2 heures, 2 fuseaux horaires donc à l'Alaska, hein, qui commencent à 3 heures, comme on l'a vu, et on en a ajouté 2 à partir de l'équateur. Ça, c'est juste sur la ligne du changement de date. Mais sur l'ensemble de la sphère, on en a 4 qui ont été retirés au nord et au moins 8 au sud qui ont été ajoutés. Donc, dans cette zone ici, il n'y a pas de terre habitée. Donc, il n'y a pas de référence sur la longueur, la distance que devrait être un fuseau horaire. Donc, si on prend par exemple les concurrents du Vendée Globe, quand ils naviguent dans cette zone-là, ils ne peuvent pas avoir de référence. On peut très bien ajouter deux fuseaux horaires et on ne peut pas le remarquer. Ici, pour aller un peu plus loin dans l'explication de la déformation, j'ai tracé la déclinaison magnétique. Donc, il y a 2 vidéos à voir
pour comprendre pourquoi et comment ils ont inventé, ils ont mis en place une déclinaison magnétique pour pouvoir faire la transformation de la Terre plate vers la sphère et de pouvoir utiliser des cartes de la sphère tout en étant sur une surface plane. Donc, avoir ces deux vidéos, mais disons pour être résumé, on va dire que pour la partie sud, la déclinaison magnétique va dévier, parce que c'est une déclinaison S, elle va dévier les directions dans ce sens-là, par ici, ce qui correspond à nos deux fuseaux horaires qui ont été rajoutés ici. On va déplacer les directions, les caps des bateaux vont être déviés dans cette direction. Et pour le nord, c'est plus pour une transformation d'une surface plane en un hémisphère, de manière à étirer la surface terrestre. Alors voilà, c'est tout pour cette capsule. Si vous voulez voir les deux vidéos sur la déclinaison magnétique qui expliquent comment on a pu transformer nos cartes donc d'une surface plane en une sphère sur les cartes que nous utilisons. C'est sur la chaîne de Taboo Conspiracy. Elles sont en anglais, mais c'est un anglais vraiment de base puisque c'est moi qui fais la présentation. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci de votre écoute.